La nouvelle femme de mon ex-mari m'a poursuivi pour harcèlement dans une affaire futile. Je suis la juge assignée à son cas. Le visage de son avocat a blêmi. La voix de l'huissier résonna dans ma salle d'audience alors qu'il appelait la prochaine affaire au rôle. Je levai à peine les yeux du dossier que j'examinais. Mes lunettes de lecture perchées sur mon nez, je prenais des notes sur une requête qui exigerait une attention particulière. Affaire numéro 47 CV 2 024 891. Mallory Prescott contre la juge Victoria Castellano. Mon stylo s'arrêta en plein milieu d'un trait. Le silence qui suivit fut si profond que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation à travers les bouches d'aération. Lentement, très lentement, j'enlevai mes lunettes et levai les yeux vers ma greffière, dont le visage avait blêmi. « Je suis désolé. Pourriez-vous répéter cela ?» Ma voix était stable, contrôlée. 15 ans sur le banc m'avaient appris à garder mon sang-froid même lorsque le sol se dérobait sous mes pieds. Ma greffière, Patricia, une femme qui était avec moi depuis plus d'une décennie, se tenait figée, le dossier entre les mains. « Votre honneur, je. » L'affaire a été assignée de manière aléatoire par le système. Je n'ai reçu le dossier que ce matin et le nom de la plaignante. Je l'interrompis doucement. Répétez-le. Mallory Prescott, votre honneur. Mallory Prescott. Le nom avait un goût de cuivre dans ma bouche. La nouvelle femme de mon ex-mari Daniel, la femme pour qui il m'avait quitté il y a 3 ans, bien que « nouvelle » soit un terme relatif étant donné que leur liaison avait commencé 2 ans avant que notre divorce ne soit finalisé. Je pris une lente inspiration, mes doigts tambourinant une fois contre le banc en acajou. La salle d'audience se remplissait de la foule habituelle du matin. Avocats avec leurs serviettes, plaignants, défendeurs, sténographes judiciaires. Aucun d'entre eux ne savait que la vénérable juge Victoria Castellano, connue pour son attitude glaciale et son sang-froid inébranlable, luttait actuellement contre l'envie de rire de l'absurdité de l'univers. « Approchez-vous de l'estrade, dis-je doucement. » Les avocats des 2 parties, ma greffière et la sténographe judiciaire. Le bruit des pas, le froissement des papiers. Je regardai 2 avocats s'avancer. Je reconnus immédiatement l'avocat de la plaignante, Marcus Chen, un avocat spécialisé dans les dommages corporels que la communauté juridique qualifiait poliment de « litige créatif » et que j'appelais en privé « la chasse à l'ambulance avec un diplôme de droit ». L'avocate de la défense était quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Une jeune femme qui semblait fraîchement sortie de l'école de droit, probablement d'un petit cabinet traitant des affaires civiles générales. « Votre honneur » commença Marcus, sa voix suintant d'une sympathie étudiée. Ma cliente, Madame Mallory Prescott, a été soumise à une campagne systématique de harcèlement et d'intimidation par la défenderesse, et... Je levai une main. Monsieur Chen, avant que vous ne continuiez, je dois aborder un potentiel conflit d'intérêts. Je gardai ma voix neutre, judiciaire. Patricia, veuillez noter pour le dossier que la défenderesse dans cette affaire partage mon nom de famille. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent légèrement. L'avocate de la défense, sa plaque indiquait Sarah Kim, semblait confuse. La défenderesse, continuai-je en maintenant le même ton égal, est désignée comme étant la juge Victoria Castellano. Je suis la juge Victoria Castellano. Il semble, M. Chen, que votre cliente m'ait personnellement poursuivi. Le silence qui suivit fut délicieux. Je regardai le visage de Marcus passer par la confusion, l'incrédulité, puis une horreur naissante alors qu'il feuilletait frénétiquement son dossier. Votre honneur, je. Il doit y avoir une erreur. La plainte indique clairement. Il parcourait les pages maintenant, son vernis de confiance se fissurant. Ma cliente m'a informé que la défenderesse était une juge, mais j'ai supposé qu'elle le disait comme un titre de respect, pas comme un véritable. Laissez-moi voir cette plainte, dis-je en tendant la main. Marcus me la tendit avec des doigts tremblants. Je commençai à lire, et à chaque paragraphe, la situation devenait plus surréaliste et, franchement, plus insultante. La plainte alléguait que moi, juge Victoria Castellano, j'avais participé à une campagne de harcèlement contre Mallory Prescott, y compris en la suivant à divers endroits de la ville, en passant des appels téléphoniques menaçants, en envoyant des SMS menaçants, en vandalisant sa propriété, et celle-ci était particulièrement créative, en utilisant ma position de juge pour l'intimider et interférer avec son mariage avec Daniel Prescott. Je levai les yeux du document, mon expression soigneusement neutre. Monsieur Chen, vous avez intenté une action en justice contre une juge en exercice sans vérifier les faits les plus élémentaires de votre affaire. Votre honneur, je me suis fié à la représentation de ma cliente.
Ce n'est pas une réponse à ma question. Ma voix aurait pu geler de l'eau. Mademoiselle Kim, je suppose que vous avez été tout aussi surprise par ce développement. Sarah Kim hocha vigoureusement la tête. Votre honneur, j'ai été nommé à cette affaire hier après-midi. J'ai à peine eu le temps d'examiner le dossier, et je n'avais certainement aucune idée que ma cliente était. Étiez-vous? Je posai la plainte et me penchai en arrière sur ma chaise, joignant mes doigts. Voici ce qui va se passer. Premièrement, je vais me récuser de cette affaire car, évidemment, je ne peux pas présider un procès intenté contre moi. Deuxièmement, Monsieur Chen, vous et votre cliente allez avoir une conversation très sérieuse sur les conséquences potentielles du dépôt d'une plainte abusive. Troisièmement. Votre honneur, interrompit Marcus. La préparation et la narration de cette histoire nous ont pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, aimez cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour nous. Maintenant, retour à l'histoire. Sa voix prit une qualité suppliante. Je demande la permission de retirer la plainte immédiatement. Il s'agit clairement d'un malentendu et je m'excuse d'avoir fait perdre son temps au tribunal. Refusé, dis-je sèchement. Vous ne vous en tirerez pas si facilement, Monsieur Chen. Cette affaire se poursuivra, mais pas dans ma salle d'audience. Patricia, veuillez noter que je me récuse et que je demande que l'affaire soit immédiatement réassignée à un autre juge de ce district. Je regardai à nouveau la plainte, mon esprit travaillant déjà sur les implications. Mallory Prescott venait de commettre une erreur catastrophique. En déposant cette plainte, elle avait créé un dossier public de ses allégations. Des allégations qui, si elles s'avéraient fausses, pourraient avoir de graves conséquences juridiques pour elle. Et je savais qu'elles étaient fausses. Chacune d'entre elles. Une dernière chose, ajoutai-je, fixant Marcus d'un regard qui avait fait frémir des criminels endurcis. M. Chen, je vous suggère fortement d'enquêter de manière approfondie sur les affirmations de votre cliente avant que cette affaire ne se poursuive. D'après mon expérience, lorsque quelqu'un accuse un juge de harcèlement, l'examen minutieux a tendance à aller dans les deux sens. Oui, votre honneur, marmonna Marcus, l'air de vouloir que le sol l'avale tout entier. L'affaire est renvoyée en attendant la réassignation. Vous pouvez disposer. Alors que la salle d'audience se vidait, je restai assise sur ma chaise un long moment, la plainte toujours entre les mains. Patricia s'approcha prudemment. Votre honneur, j'ai déjà envoyé la demande de réassignation via le système. La juge Morrison devrait pouvoir s'en charger. La juge Elizabeth Morrison. Juste, minutieuse et totalement pragmatique. Parfait. Merci, Patricia. Je me levai, rassemblant mes dossiers. Je serai dans mon bureau. Reporter mes autres affaires de 30 minutes. Mon bureau était un sanctuaire de bois sombre et de livres de droit reliés en cuir. Je fermai la porte derrière moi et me permis enfin de réagir. Je n'ai pas ri. Cela viendrait plus tard, peut-être avec un verre de vin. Au lieu de cela, je me suis assise derrière mon bureau et j'ai vraiment lu la plainte. Les allégations étaient détaillées, spécifiques et entièrement fabriquées. Selon Mallory, je la harcelais depuis 6 mois. Elle affirmait que je m'étais présenté à son studio de yoga, à son café préféré, et même devant chez elle. Elle alléguait que je lui avais envoyé des dizaines de SMS depuis des numéros bloqués, la menaçant et lui disant de rester loin de « ce qui est à moi ». L'allégation de dommages matériels était particulièrement audacieuse. Elle affirmait que j'avais rayé sa voiture sur un parking de supermarché et crevé ses pneus à 2 reprises. Et puis il y avait la pièce de résistance. Elle alléguait que j'avais utilisé mes relations judiciaires pour faire enquêter Daniel par l'ordre des avocats de l'État, mettant en péril sa carrière juridique. Tout cela parce que je ne pouvais pas accepter que notre mariage soit terminé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mon calendrier des 6 derniers mois. Chaque jour était comptabilisé. Séance au tribunal, conférence judiciaire, cours du soir à la faculté de droit où j'enseignais en tant que professeur adjointe. Ma vie était documentée, planifiée et totalement transparente. Le studio de yoga qu'elle mentionnait, je n'y étais jamais allé. Le café, pas mon style. Je faisais mon café à la maison. L'incident du supermarché, je pourrais probablement obtenir des images de sécurité montrant que j'étais au tribunal ce jour-là. Quant à l'enquête de l'ordre des avocats sur Daniel, elle avait été initiée par l'un de ses propres clients, qui avait déposé une plainte pour détournement de fonds. Je n'y étais pour rien, bien que j'aie certainement apprécié d'en entendre parler par les rumeurs du milieu juridique.
On frappa à ma porte, interrompant mes pensées. Entrez. Sarah Kim entra, l'air nerveux. Votre honneur, j'espère qu'il est approprié que je vous parle étant donné que vous vous êtes récusé. C'est bon, mademoiselle Kim. Je suppose que vous êtes ici en tant qu'avocate de la défenderesse, même si la défenderesse, c'est actuellement moi. L'absurdité de cette phrase ne nous échappa à aucune de nous deux. Je voulais m'excuser pour la confusion et vous assurer que je n'avais aucune idée. Je l'interrompis d'un geste de la main. Vous n'êtes pas responsable de l'identité de votre cliente, mademoiselle Kim, bien que je sois curieuse de savoir comment vous avez fini par me représenter. Elle se détendit légèrement. Je travaille pour un petit cabinet de pratique générale. Lorsque cette affaire a été déposée, elle a été signalée comme une plainte pour harcèlement avec un juge comme défendeur. Mon associé principal a pensé que ce serait une bonne expérience pour moi. Et comme les honoraires avaient déjà été payés. Elle s'arrêta, ses yeux s'écarquillant. Les honoraires ont été payés en espèces. 3000 $. Intéressant, murmurai-je. Cela suggère une certaine préméditation de la part de la plaignante. Votre honneur, puis-je parler franchement? Officieusement, oui. Sarah prit une inspiration. Cette affaire est sans fondement. J'ai examiné les allégations et même avec mon expérience limitée, je peux voir les failles. Il n'y a aucune preuve fournie, pas de photos, pas de déclaration de témoins, pas de relevé téléphonique, juste la déclaration sous serment de la plaignante. Bienvenue dans le monde passionnant des litiges abusifs, mademoiselle Kim. Je me penchai en arrière sur ma chaise. Voici ce que vous devez comprendre. Votre cliente vient de poursuivre une juge en exercice. Cela signifie que tout dans cette affaire sera scruté à un niveau que vous n'avez jamais connu. Chaque point sur les i, chaque barre sur les t. Je comprends, votre honneur. Vraiment? Je la fixai d'un regard direct. Parce que votre cliente vient d'ouvrir une porte qu'elle ne voudra peut-être pas franchir. Lorsque vous me défendrez contre ces allégations, vous allez découvrir des choses sur la plaignante qu'elle ne veut probablement pas voir révélées. L'expression de Sarah s'aiguisa. Vous dites qu'il y a plus dans cette histoire. Je dis que les personnes qui déposent de fausses plaintes pour harcèlement ont généralement leurs propres raisons de le faire. Des raisons qui ne tiennent pas bien la route sous serment. Je me levai, me dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Je dis aussi que je vais suivre cette affaire de très près, mademoiselle Kim. Pas en tant que défenderesse. Je vous laisserai gérer ça. Mais en tant que personne ayant un intérêt direct à ce que justice soit faite. Je ne vous décevrai pas, votre honneur. Après son départ, j'ai passé un appel à mon frère Marcus, à ne pas confondre avec Marcus Chen. Dieu merci. Mon frère Marcus était un détective privé spécialisé dans les cas nécessitant discrétion et documentation approfondie. Vic, répondit-il à la deuxième sonnerie. S'il te plaît, dis-moi que tu n'appelles pas de prison. Pourquoi appellerais-je de prison? Parce que tu m'appelles au milieu d'une journée de travail, ce qui signifie généralement que quelque chose de dramatique s'est produit. J'ai souri malgré moi. La nouvelle femme de Daniel vient de me poursuivre pour harcèlement. Le silence à l'autre bout du fil dura 3 secondes complètes. Je suis désolé, quoi? J'ai expliqué la situation pendant que Marcus écoutait sans interruption. Une occurrence rare pour mon frère habituellement loquace. Alors, si je comprends bien, dit-il quand j'eus fini. Mallory Prescott a intenté un procès contre toi, une juge, alléguant que tu l'as harcelé et vandalisé sa propriété. C'est l'essentiel. Et elle a fait ça sans la moindre preuve. Apparemment, sa déclaration sous serment a été jugée suffisante pour déposer plainte. Marcus rit, un rire profond et sonore qui me fit sourire. Vic, je ne sais pas si je dois être impressionné par son audace ou inquiet pour son jugement. Je penche pour la seconde option, ai-je admis. Marcus, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je m'en occupe déjà. Tu veux que je documente tes allées et venues des 6 derniers mois et que je compile des preuves qui contredisent chaque allégation qu'elle a faite? Ça, et je veux savoir pourquoi elle a intenté ce procès en premier lieu. Les gens ne poursuivent pas les juges pour harcèlement sans raison, même une mauvaise. Tu penses qu'il y a autre chose? J'ai pensé à Daniel, à la façon dont il m'avait regardé quand il avait avoué sa liaison, le mélange de culpabilité et de défi dans ses yeux. J'ai pensé à Mallory, que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Une fois à une soirée de charité avant de savoir qui elle était,
et une fois dans un palais de justice après le divorce où elle m'avait souri avec ce que je ne pouvais décrire que comme une suffisance victorieuse. Je pense que Mallory Prescott veut quelque chose, dis-je lentement. Et je pense que ce procès est sa façon d'essayer de l'obtenir. Une idée de ce que ça pourrait être? Pas encore, mais j'ai l'intention de le découvrir. Après avoir terminé l'appel, j'ai passé le reste de la matinée à examiner mon calendrier, à extraire des relevés bancaires et à rassembler chaque pièce de documentation qui pourrait prouver mon innocence. C'était un travail fastidieux, mais nécessaire. Au moment où Patricia a frappé à ma porte pour me faire savoir que mon rôle de l'après-midi était prêt, j'avais assemblé une défense préliminaire qui ferait pleurer n'importe quel procureur d'envie. L'après-midi s'est déroulé normalement. Audience de mise en liberté sous caution, plaidoirie sur des requêtes, une condamnation qui exigeait plus de réflexion que d'habitude. Mais au fond de mon esprit, je pensais au procès de Mallory, aux implications et aux possibilités. À 17 h, je suis retourné à mon bureau pour trouver un email du greffe. L'affaire avait été réassignée à la juge Morrison, et la première audience était prévue dans 2 semaines. Je devrais comparaître en tant que défendresse dans une salle d'audience où je commandais habituellement respect et autorité. L'ironie ne m'a pas échappé. Je rangeais ma serviette quand Patricia a de nouveau frappé. « Votre honneur, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est urgent. » « Qui est-ce ? » ?»« Daniel Prescott. » J'ai senti ma colonne vertébrale se raidir. « Dites à Monsieur Prescott que je ne suis pas disponible. »« Je l'ai déjà fait. »« Il dit qu'il attendra. »« Bien sûr qu'il le ferait. » Daniel avait toujours été persistant, même lorsque la persistance frisait l'entêtement. J'ai envisagé de le faire escorter par la sécurité, mais la curiosité l'a emporté. « Faites-le entrer. »« Mais Patricia, je veux que vous restiez dans le bureau extérieur avec la porte ouverte. » Daniel est entré dans mon bureau, l'air hagard. L'avocat confiant que j'avais épousé il y a 10 ans avait été remplacé par quelqu'un qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son costume était froissé, sa cravate desserrée, et il y avait des cernes sous ses yeux qui parlaient de stress et peut-être de quelque chose de plus fort que le stress. « Victoria » a-t-il commencé, et j'ai levé la main. « Juge Castellano, Monsieur Prescott, nous ne sommes plus en termes informels. » Il a tressailli. « C'est vrai, juge Castellano, je dois vous parler du procès de Mallory. » Vous voulez dire la plainte pour harcèlement abusif que votre femme a déposée contre moi ce matin. Je suis resté debout, sans lui offrir de siège. Celle qui m'accuse de harcèlement, de vandalisme et d'abus de pouvoir judiciaire. Je ne savais pas qu'elle allait le faire, a dit Daniel rapidement. Je le jure, Victoria. Juge Castellano, je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que les papiers soient déposés. Quand je l'ai découvert, j'ai essayé de la convaincre de retirer sa plainte, mais elle a refusé. Pourquoi êtes-vous ici, Daniel ? Il a passé une main dans ses cheveux, un geste que je me souvenais de notre mariage, généralement utilisé lorsqu'il avait fait quelque chose de mal et essayait de trouver les mots pour l'expliquer. Parce que je sais que vous n'avez rien fait de tout ça. Je sais que les allégations de Mallory sont fausses. Alors vous devriez probablement en témoigner lorsque l'affaire passera en jugement. Elle n'ira pas en jugement. Mallory abandonnera avant. J'ai incliné la tête, l'étudiant. Vous semblez très sûr de vous. Je connais ma femme. Vraiment ? Je me suis déplacé derrière mon bureau, créant une barrière physique entre nous. Parce que la femme qui a déposé cette plainte ce matin ne semble pas être quelqu'un qui va reculer facilement. Elle ressemble à quelqu'un qui a un plan. Le visage de Daniel a pâli. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que votre femme n'a pas accidentellement poursuivi une juge en exercice, Daniel. Elle n'a pas déposé par erreur une plainte remplie de fausses allégations qui pourraient l'exposer à de graves conséquences juridiques. Elle l'a fait intentionnellement, ce qui signifie qu'elle veut quelque chose. La question est, quoi ? Il a détourné le regard, et à ce moment-là, j'ai su. Daniel savait exactement pourquoi Mallory avait intenté ce procès. Dites-moi, ai-je dit doucement. Que veut-elle ? Je ne peux pas, a murmuré Daniel. Victoria, s'il vous plaît. Pouvez-vous faire en sorte que cela disparaisse ? Pouvez-vous parler au juge qui s'occupe de l'affaire et expliquer que tout cela n'est qu'un malentendu ? J'ai ri, un aboiement sec qui l'a fait sursauter. Êtes-vous sérieusement en train de me demander d'utiliser mon influence judiciaire pour faire disparaître la plainte abusive de votre femme ? La chose même dont elle m'accuse dans sa plainte ? Non, je voulais juste dire.
Sortez de mon bureau, Daniel. Et si vous revenez ici sans une assignation à comparaître, je vous ferai arrêter pour harcèlement. Il a ouvert la bouche pour protester, puis a semblé y réfléchir à 2 fois. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai crié une dernière fois. Daniel. Il s'est arrêté à l'embrasure de la porte. Quoi que Mallory prépare, quoi qu'elle pense accomplir avec ce procès, ça va se retourner contre elle de façon spectaculaire. Vous devriez peut-être vous y préparer. Après son départ, je me suis assise lourdement sur ma chaise. Patricia est apparue à l'embrasure de la porte, l'air inquiet. Votre honneur, tout va bien? Je vais bien, Patricia. Je suis juste en train de digérer la nature surréaliste de ma journée. Pour ce que ça vaut, dit-elle prudemment. Tout le monde dans ce palais de justice sait que ces allégations sont fausses. La juge Morrison m'a déjà dit qu'elle avait hâte d'éduquer Madame Prescott sur les conséquences du dépôt de plainte sans fondement. J'ai souri malgré moi. Ça ressemble bien à Elizabeth. Ce soir-là, je suis rentré en voiture à ma maison de ville dans le quartier historique, un endroit que j'avais acheté après le divorce, voulant un nouveau départ loin des souvenirs de mon mariage. Je me suis versé un verre de vin et je me suis installé sur mon canapé avec mon ordinateur portable, commençant le travail méticuleux de construction de ma défense. Mais pendant que je travaillais, mon esprit revenait sans cesse à la visite de Daniel. À la peur dans ses yeux et à la façon dont il avait dit « Je connais ma femme ». Que cherchait vraiment Mallory Prescott? Et pourquoi Daniel avait-il si peur? Les réponses, je le soupçonnais, allaient être bien plus intéressantes que le procès lui-même. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. Recherche préliminaire terminée. Tu vas vouloir voir ça. Puis-je passer demain matin? J'ai répondu, chez moi, 7 heures. Apporte le café. En fermant mon ordinateur portable pour la nuit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. De l'anticipation. Non pas la crainte de devoir faire face à une plainte abusive, mais l'excitation de démêler une énigme. Mallory Prescott avait commis une erreur en me poursuivant en justice. Elle avait supposé qu'être juge me rendrait prudente, me donnerait envie de régler l'affaire discrètement pour éviter l'embarras d'un procès public. Elle s'était trompée. J'avais passé 15 ans sur le banc à regarder les gens mentir sous serment, fabriquer des preuves et manipuler le système judiciaire. J'avais développé un instinct pour la tromperie, un flair pour les complots cachés sous des couches de faux témoignages. Et en ce moment, tout mon instinct me disait que le procès de Mallory n'était que le premier coup d'un jeu beaucoup plus vaste. Eh bien, pensais-je en finissant mon vin, on peut jouer à 2. Le lendemain matin, Marcus est arrivé à cette heure précise avec 2 grands cafés et un épais dossier. Mon frère était une contradiction. Il avait la carrure d'un secondeur, mais l'esprit méthodique d'un joueur d'échecs. Les gens le sous-estimaient constamment, ce qui faisait de lui un excellent enquêteur. « Tu as une sale mine », dit-il en guise de salutation, me tendant un café. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Compréhensible. La nouvelle femme de ton ex-mari qui te poursuit pour harcèlement empêcherait la plupart des gens de dormir. Il s'installa sur mon canapé, ouvrant son dossier. Mais je pense que ce que j'ai trouvé va t'empêcher de dormir pour des raisons entièrement différentes. Je m'assis en face de lui, berçant mon café. Dis-moi. Commençons par les choses faciles. Ton alibi pour chaque allégation faite par Mallory. Il sortit un document. L'incident du studio de yoga, elle prétend qu'il a eu lieu le 15 septembre. Tu présidais une audience préliminaire dans une affaire de meurtre. J'ai obtenu les transcriptions du tribunal. L'audience a duré de 9h à 14h30. Le studio de yoga est à 40 minutes du palais de justice. Et le café? 3 octobre. Tu donnais une conférence à la faculté de droit ce soir-là. J'ai la feuille de présence avec ta signature. L'incident présumé a eu lieu à 19h. Ta conférence ne s'est pas terminée avant 20h30. Le vandalisme de la voiture. Marcus sourit. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Mallory prétend que tu as rayé sa voiture le 2 novembre sur le parking de Wolfous sur Maple Street. J'ai obtenu tes relevés de carte de crédit. Tu faisais tes courses au Trader Joe's sur Oak Street à l'heure exacte où elle prétend que l'incident a eu lieu. Magasin différent, quartier différent de la ville. Et il fit une pause dramatique. J'ai obtenu les images de sécurité de Trader Joe's. On te voit clairement entrer dans le magasin à 18h15 et en sortir à 18h42.
J'ai senti un poids se lever de mes épaules. Donc, j'ai un alibi documenté pour chaque allégation. Chaque allégation, confirma Marcus. Mais, Vic, ce n'est pas la partie intéressante. Qu'est-ce que c'est? Il sortit un autre document. Celui-ci avec des sections surlignées. J'ai fait quelques recherches sur le passé de Mallory. Elle a été mariée avant, 2 fois, en fait. Les 2 mariages se sont terminés par un divorce en moins de 3 ans. Ce n'est pas particulièrement inhabituel. Non, mais ça l'est. Les 2 ex-maris ont obtenu des ordonnances restrictives contre elle. Tous 2 ont affirmé qu'elle s'était livrée à du harcèlement et avaient fait de fausses allégations lorsqu'ils avaient tenté de mettre fin à la relation. Je posais mon café, soudain très alerte. Fausses allégations. Le premier mari, Richard Chen, aucun lien avec son avocat actuel, d'ailleurs, a affirmé que Mallory l'avait accusé de violence domestique lorsqu'il a demandé le divorce. L'affaire a été minutieusement enquêtée et classée sans suite faute de preuves. L'ordonnance restrictive de Richard a été accordée parce que Mallory continuait de se présenter à son lieu de travail et à son domicile en prétendant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et le deuxième mari, James Rivera, un schéma similaire. Lorsqu'il a demandé le divorce, Mallory a affirmé qu'il avait une liaison. Elle a intenté un procès contre la femme qu'elle accusait d'être l'autre femme. Un procès qui a été rejeté comme étant abusif. James a également obtenu une ordonnance restrictive après que Mallory a vandalisé sa voiture et envoyé des lettres de menace à son employeur. J'ai traité cette information lentement. Donc Mallory a un historique de fausses allégations et de comportements de harcèlement lorsque les relations se terminent. C'est le schéma, confirma Marcus. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. J'ai examiné son mariage avec Daniel. Ils se sont mariés il y a 18 mois, n'est-ce pas? À peu près. Oui. Eh bien, il y a 6 mois, Daniel a demandé la séparation de corps. Je fixais mon frère. Quoi? Il l'a retiré 3 semaines plus tard, mais le dépôt est enregistré. Daniel voulait sortir de ce mariage, Vic, et d'après l'historique de Mallory, je suppose qu'elle ne l'a pas bien pris. Mon esprit s'emballait. La visite de Daniel hier, sa peur, la façon dont il avait dit « Je connais ma femme » avec une telle résignation. Tout prenait sens maintenant. Elle l'a menacé, dis-je lentement. Mallory a menacé Daniel. Probablement en lui disant qu'elle lui ferait vivre un enfer s'il la quittait. Et quand cela n'a pas suffi à le contrôler, elle a eu besoin d'une stratégie différente. Entre en scène le procès contre toi, termina Marcus. Si elle peut se présenter comme une victime de harcèlement de la part de l'ex-femme de Daniel, elle peut justifier tout comportement erratique comme un traumatisme. Si Daniel essaie de la quitter à nouveau, elle peut prétendre qu'il l'abandonne pendant une période difficile. Elle construit un récit et m'utilise comme la méchante de son histoire. Marcus hocha la tête d'un air sombre. La question est, que veut-elle en fin de compte? J'y ai réfléchi. Au schéma de comportement, à la peur de Daniel et au choix calculé de Mallory de poursuivre une juge en exercice. Elle veut que Daniel soit piégé. Le procès, l'accusation publique, le drame, tout cela lie Daniel à elle. S'il la quitte maintenant, après qu'elle a intenté ce procès, on dirait qu'il abandonne sa femme victimisée. Sa réputation en prend un coup, sa carrière juridique, qui est déjà sur un terrain fragile à cause de cette plainte à l'ordre des avocats, devient encore plus fragile. Donc, le procès ne te concerne pas du tout, a dit Marcus. Il s'agit de contrôler Daniel. Exactement. Et je ne suis qu'un dommage collatéral. Je me suis levé, arpentant mon salon. Mais elle a fait une erreur, Marcus. Elle a choisi la mauvaise personne à utiliser comme accessoire dans son stratagème. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis tourné vers mon frère, et j'ai senti le poids familier de l'autorité judiciaire s'installer sur moi. Pas l'autorité de statuer depuis le banc, mais l'autorité qui venait de la connaissance de la loi, de la compréhension de ses subtilités, et de la connaissance exacte de la manière de l'utiliser. Je vais laisser Sarah Kim faire son travail et me défendre brillamment, ce qu'elle fera une fois qu'elle verra toutes ses preuves, ai-je dit. Mais je vais aussi m'assurer que le schéma de comportement de Mallory soit exposé. Pas de manière vindicative, juste factuellement. Laissons le tribunal voir exactement qui a intenté ce procès et pourquoi. Marcus a souri. Tu vas utiliser la procédure de e-discovery. Je vais utiliser tous les outils juridiques disponibles. Mallory a ouvert cette porte quand elle m'a poursuivi en justice.
Elle pensait probablement que je réglerais l'affaire rapidement pour éviter l'embarras. Au lieu de cela, je vais franchir cette porte et examiner chaque aspect de ces allégations. Et quand nous aurons terminé, le tribunal verra exactement quel genre de schéma elle a établi. Et Daniel? C'était la partie compliquée. Malgré tout, l'affaire, les mensonges, la façon dont notre mariage s'était terminé, je ne détestais pas Daniel. J'avais cessé de ressentir grand-chose pour lui il y a des années. Mais je ne voulais pas le voir détruit par la manipulation de quelqu'un d'autre non plus. Je lui donnerai le choix, ai-je dit finalement. Une fois que le schéma de Mallory sera exposé, une fois que les preuves seront claires, je laisserai Daniel décider s'il veut rester dans ce mariage ou non. Mais je m'assurerai qu'il connaisse la vérité. Toute la vérité. Marcus s'est levé, rassemblant ses dossiers. Tu sais, ça va devenir compliqué. C'est déjà compliqué. La différence, c'est que maintenant je sais à quoi j'ai affaire. Après le départ de Marcus, j'ai passé le reste de la matinée à organiser les preuves et à préparer un dossier complet pour Sarah Kim. Puis j'ai fait quelque chose que je faisais rarement. Je me suis déclaré malade au travail. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour élaborer une stratégie, pour me préparer à ce qui allait arriver. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Sarah dans un café loin du palais de justice, loin de tout endroit où je pourrais rencontrer des collègues ou des avocats qui plaidaient devant moi. Elle est arrivée pile à l'heure, portant une serviette en cuir usé, et l'air à la fois nerveux et excité. « Merci de me rencontrer, votre honneur », dit-elle en se glissant dans la banquette en face de moi. Dans ces circonstances, vous pouvez m'appeler Victoria, du moins lorsque nous discutons de cette affaire. Elle se détendit légèrement. Victoria, alors. Je dois admettre que je n'ai jamais eu une affaire comme celle-ci auparavant. Moi non plus, et je suis dans le système juridique depuis 20 ans. J'ai fait glisser le dossier que Marcus avait préparé sur la table. Lisez ça. Tout. Sarah a ouvert le dossier et a commencé à lire. J'ai observé ses expressions changer alors qu'elle traitait l'information. La confusion laissant place à la compréhension. La compréhension laissant place à l'indignation. C'est, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. C'est un schéma. Mallory Prescott a déjà fait ça avant. 2 fois avant, au moins. Et je soupçonne qu'il y a plus si nous creusons plus profondément. Les ordonnances restrictives, les fausses allégations. Sarah a levé les yeux vers moi. Victoria, cela change tout. Ce n'est pas seulement une plainte abusive. Cela fait partie d'un schéma de comportement délibéré. Exactement. Ce qui signifie que nous devons aborder cela de manière stratégique. Je me suis penché en avant. Voici ce que je pense. Nous déposons une réponse complète qui inclut chaque alibi, chaque élément de preuve qui contredit ces allégations. Ensuite, nous demandons une procédure de e-discovery, une e-discovery approfondie. Nous demandons les relevés téléphoniques de Mallory, ses dossiers financiers, toute documentation relative à ses mariages précédents et aux ordonnances restrictives. Elle va se battre, a dit Sarah immédiatement. Son avocat prétendra que ce n'est pas pertinent. Alors nous soutiendrons que cela concerne la crédibilité. Si Mallory a un historique documenté de fausses allégations, c'est absolument pertinent pour savoir si ces allégations actuelles sont crédibles. J'ai fait une pause. Et voici la partie magnifique. En me poursuivant, Mallory a fait de sa crédibilité la question centrale. Chaque élément de son histoire est maintenant un jeu équitable. Sarah hochait la tête, son esprit juridique travaillant clairement sur la stratégie. Nous pourrions aussi interroger Daniel Prescott. Il est listé comme témoin dans sa plainte. Il l'est. Et sous serment, Daniel devra dire la vérité sur leur mariage, sur la demande de séparation, sur tout. J'ai rencontré les yeux de Sarah. Je n'essaie pas de détruire Mallory Prescott, malgré ce dont elle m'a accusé. Mais je vais m'assurer que la vérité éclate. Quand est-ce qu'on commence? Demain. Déposer la réponse avec tous les alibis et les preuves, puis déposer immédiatement une requête pour une discovery accélérée, en citant le besoin urgent de se défendre contre de fausses allégations qui pourraient nuire à ma réputation professionnelle. J'ai sorti un autre document. J'ai déjà rédigé la plupart. Vous devrez le revoir et le réviser si nécessaire, mais cela devrait vous donner un cadre. Sarah a pris le document, le parcourant rapidement. C'est complet, très complet. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue la stratégie,
à discuter des arguments potentiels que l'avocat de Mallory pourrait avancer, et à nous préparer à toute éventualité. Au moment où nous avons terminé, Sarah avait l'air pleine d'énergie, sa nervosité antérieure remplacée par une détermination concentrée. « Je ne vous décevrai pas », a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. « Je sais que vous ne le ferez pas. Vous êtes une bonne avocate, Sarah. Ne laissez personne, surtout pas Marcus Shen, vous faire penser le contraire. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver un message sur mon répondeur. Oui, j'avais encore un répondeur, une relique de mon mariage que je n'avais jamais pris la peine de remplacer. La voix sur l'enregistrement m'a glacé le sang. Juge Castellano, c'est Mallory Prescott. Je sais que vous avez reçu ma plainte aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que je ne reculerai pas. Vous avez ruiné ma vie en refusant de laisser partir Daniel. Et maintenant, tout le monde va voir quel genre de personne vous êtes vraiment. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre position de juge pour toujours. La vérité éclate toujours. Le message s'est terminé par un clic. Je suis resté dans ma cuisine, fixant l'appareil, ressentant un mélange d'incrédulité et de colère froide. Elle venait de commettre une autre erreur. J'ai immédiatement appelé Marcus. J'ai besoin que tu viennes tout de suite faire une copie d'un message vocal que je viens de recevoir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mallory Prescott vient de me laisser un message menaçant sur mon téléphone personnel. Et Marcus, elle vient de nous donner plus de preuves de son schéma de harcèlement. En attendant l'arrivée de Marcus, j'ai réécouté le message plusieurs fois, notant chaque mot, chaque nuance de ton. Mallory était en colère, oui, mais il y avait autre chose dans sa voix, une sorte de satisfaction désespérée, comme si elle appréciait le drame qu'elle avait créé. Marcus est arrivé en 20 minutes avec du matériel d'enregistrement. Il a fait 3 copies du message vocal pendant que je documentais l'heure exacte à laquelle je l'avais reçu et les circonstances de sa découverte. C'est de l'or, Vic, a déclaré Marcus en examinant l'enregistrement. Elle admet une intention de représailles. Elle reconnaît que le procès est une question de vengeance, pas de harcèlement réel. Et elle démontre le comportement exact dont elle m'a accusé, en appelant mon numéro personnel, en laissant des messages menaçants, en faisant des accusations sur mes motivations. L'ironie est presque poétique. J'ai réussi un mince sourire. Presque. Après le départ de Marcus, je me suis assise seule dans mon salon avec un verre de vin et je me suis permis de vraiment réfléchir à ce qui se passait. Mallory Prescott avait lancé ce qu'elle pensait probablement être une attaque dévastatrice contre moi. Elle avait intenté un procès conçu pour m'embarrasser, nuire à ma réputation et contrôler son mari. Au lieu de cela, elle m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin pour exposer son schéma de comportement et me protéger de ses allégations. Mais il y avait encore une partie de moi qui se demandait, s'agissait-il vraiment uniquement de contrôler Daniel? Ou y avait-il autre chose? Quelque chose de plus profond que je ne voyais pas encore. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Daniel ne se débarrassera jamais de moi, et toi non plus. J'ai fixé le message un long moment, puis je l'ai transféré à Marcus avec une note. Documente ça. Ajoute-le au dossier de preuves. Puis j'ai bloqué le numéro et me suis versé un autre verre de vin. Mallory Prescott voulait jouer avec le système judiciaire. Elle avait choisi de poursuivre une juge qui avait passé 15 ans à regarder les gens essayer de manipuler, de mentir et de tricher pour s'en sortir devant les tribunaux. Elle venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui connaissait toutes les règles, toutes les stratégies, tous les coups possibles dans ce jeu particulier. Et contrairement à Mallory, j'étais assez patiente pour jouer le jeu sur le long terme. Je n'avais pas besoin de gagner rapidement ou de manière spectaculaire. J'avais juste besoin de laisser la vérité se révéler, pièce par pièce documentée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doute sur qui disait la vérité et qui tissait une fiction désespérée. En me préparant pour le lit cette nuit-là, j'ai pensé à quelque chose que mon mentor m'avait dit il y a des années, lorsque je débutais en tant que procureur. La vérité est comme l'eau. Elle trouve chaque fissure, chaque faiblesse, chaque ouverture. Tu n'as pas à la forcer. Tu dois juste être assez patiente pour la laisser couler. Mallory avait créé des fissures dans sa propre histoire avec chaque fausse allégation, chaque message menaçant, chaque tentative désespérée de contrôler le récit. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'être patiente et de laisser la vérité couler à travers ces fissures jusqu'à ce que toute sa fabrication s'effondre sous le poids de ses propres mensonges. Demain, le vrai travail commencerait. Sarah déposerait notre réponse.
Nous commencerions la procédure de e-discovery, et Mallory réaliserait que poursuivre une juge n'était pas le coup de force qu'elle avait imaginé. C'était la plus grosse erreur de sa vie. Le palais de justice semblait différent lorsque j'ai franchi ses portes en tant que défendresse plutôt que juge. C'étaient les mêmes sols en marbre, le même contrôle de sécurité, la même énergie trépidante de gens cherchant la justice ou essayant de l'éviter. Mais ma perspective avait changé d'une manière qui rendait tout légèrement surréaliste. Je n'étais pas là pour présider aujourd'hui. J'étais là pour regarder la juge Elizabeth Morrison gérer la première audience dans l'affaire Prescott contre Castellano. Sarah Kim m'a rencontré dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Elle avait l'air professionnelle dans un tailleur bleu marine qui représentait probablement un investissement important pour une jeune avocate dans un petit cabinet. Elle portait une serviette en cuir qui semblait plus usée que la mienne, remplie de la réponse complète que nous avions préparée au cours des 2 dernières semaines. « Êtes-vous prête » a-t-elle demandé, sa voix stable malgré l'énergie nerveuse que je pouvais voir dans ses yeux. « J'ai été prête pour cela toute ma carrière » ai-je répondu, bien que je n'ai jamais pensé être de ce côté de la salle d'audience. Nous sommes entrés ensemble, et j'ai senti le poids des regards curieux des quelques personnes dans la galerie. La nouvelle de cette affaire s'était répandue dans la communauté juridique. Une juge en exercice poursuivie pour harcèlement par la nouvelle femme de son ex-mari. C'était le genre de commérage dont les avocats raffolaient, le genre de scandale qui serait discuté autour d'un verre pendant des mois. J'ai pris place à la table de la défense, ressentant l'étrange vulnérabilité d'être celle qui attend le jugement plutôt que de le rendre. Sarah s'est installée à côté de moi, arrangeant ses dossiers avec le soin méthodique de quelqu'un qui sait qu'elle est observée et évaluée. Marcus Chen est entré avec Mallory Prescott, et j'ai eu mon premier bon aperçu de la femme qui avait décidé de faire de moi la méchante de son drame personnel. Mallory était plus jeune que je ne m'en souvenais de nos brèves rencontres, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux blonds soigneusement méchés et le genre d'apparence cultivée qui demandait beaucoup de temps et d'argent à entretenir. Elle portait une robe rose pâle qui semblait calculée pour projeter l'innocence et la vulnérabilité, et elle a gardé les yeux baissés en se dirigeant vers la table du demandeur. La performance avait commencé. Daniel n'était pas avec elle, ai-je remarqué. C'était intéressant. Si le but de Mallory était vraiment de se présenter comme une victime de mon prétendu harcèlement, avoir son mari à ses côtés aurait renforcé ce récit. Son absence suggérait soit qu'il avait refusé de participer, soit que Mallory avait décidé que sa présence pourrait compliquer les choses. La juge Morrison est entrée, et nous nous sommes tous levés. Elizabeth Morrison était à la fin de la cinquantaine, avec des cheveux argentés qu'elle portait en un chignon pratique, et une réputation de ne jamais tolérer les imbéciles. Jamais. J'avais plaidé devant elle au début de ma carrière de procureur, et elle m'avait appris plus sur la procédure judiciaire en 6 mois que je n'en avais appris en 3 ans de faculté de droit. « Asseyez-vous » a dit la juge Morrison, sa voix portant l'autorité de 30 ans sur le banc. Elle a baissé les yeux sur le dossier devant elle, puis a levé les yeux sur les 2 tables avec une expression qui suggérait qu'elle avait déjà tout lu et s'était fait une opinion préliminaire sur le bien-fondé de cette affaire. C'est l'affaire numéro 47 CV 2024-891, Mallory Prescott contre la juge Victoria Castellano. Monsieur Chen, Mademoiselle Kim, les 2 parties sont-elles prêtes à procéder? Oui, votre honneur, ont-ils répondu à l'unisson. Bien. Permettez-moi de commencer en disant que ce tribunal prend très au sérieux les allégations de harcèlement, quelles que soient les parties. Cependant, ce tribunal prend également très au sérieux sa responsabilité de prévenir les litiges abusifs. Le regard de la juge Morrison s'est posé sur Marcus Chen. Monsieur Chen, j'ai examiné la plainte déposée par votre cliente. J'ai également examiné la réponse déposée par la défenderesse. Souhaitez-vous aborder les divergences plutôt importantes entre les allégations de votre cliente et les preuves documentaires fournies par la défenderesse? Marcus Chen s'est levé, tirant sur sa cravate, un geste nerveux qui m'a dit qu'il savait qu'il était en difficulté. Votre honneur, ma cliente maintient ses allégations. La défenderesse a fourni ce qui semble être des alibis pour certains incidents, mais cela n'explique pas tout le harcèlement que ma cliente a subi. Cela n'explique pas, ou ne peut pas l'expliquer parce que cela ne s'est pas produit? A demandé sèchement la juge Morrison. Mademoiselle Kim, je suppose que vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Sarah s'est levée, et j'ai ressenti une bouffée de fierté en voyant ses épaules se redresser et sa voix sortir claire et confiante. Votre honneur, la défenderesse a fourni des preuves documentaires, y compris des transcriptions de tribunal, des relevés de cartes de crédit et des images de sécurité qui prouvent de manière définitive qu'elle ne pouvait pas être aux endroits où la plaignante prétend que le harcèlement a eu lieu.
De plus, nous avons des preuves qui suggèrent que la plaignante a un schéma de fausses allégations. Objection, la voix de Marcus Chen s'est élevée. Votre honneur, tout schéma présumé n'est pas pertinent pour. Monsieur Chen, asseyez-vous, a interrompu la juge Morrison. Je déciderai de ce qui est pertinent. Mademoiselle Kim, j'ai examiné votre requête pour une procédure de discovery accélérée. Vous demandez les relevés téléphoniques de la plaignante, ses dossiers financiers et la documentation relative à ses mariages précédents. C'est une demande exhaustive. Oui, votre honneur, mais nous pensons que c'est nécessaire étant donné la gravité des allégations contre la juge Castellano. Si la plaignante a un historique documenté de fausses allégations similaires, cela va directement à sa crédibilité en tant que seul témoin du harcèlement présumé. La juge Morrison s'est penchée en arrière sur sa chaise, joignant ses doigts, un geste que je reconnaissais parce que je l'avais moi-même adopté il y a des années. Monsieur Chen, votre cliente a fait des allégations très spécifiques contre une juge en exercice. Elle a accusé la juge Castellano de comportements criminels, de harcèlement, de vandalisme, d'abus de pouvoir. Ce sont des accusations graves qui pourraient nuire à la réputation et à la carrière de la juge Castellano. Vous comprenez sûrement que la défenderesse a le droit de se défendre de manière approfondie, ce qui inclut l'examen de la crédibilité de votre cliente. Votre honneur, les relations antérieures de ma cliente n'ont aucune incidence sur. C'est moi qui en jugerai, monsieur Chen. Littéralement. L'expression de la juge Morrison aurait pu geler de la lave. Voici ce qui va se passer. J'accorde la requête de la défenderesse pour une procédure de discovery accélérée, avec certaines limitations. Mademoiselle Kim, vous aurez accès aux relevés téléphoniques pour la période de 6 mois couverte par le harcèlement présumé. Vous obtiendrez les dossiers financiers qui pourraient montrer où se trouvait la plaignante lors des incidents présumés. Et vous obtiendrez la documentation relative à toute ordonnance restrictive déposée par ou contre la plaignante au cours des 10 dernières années. Marcus Chen avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Votre honneur, je m'oppose vigoureusement à, votre objection est notée et rejetée. Monsieur Chen, votre cliente a intenté ce procès. Elle a fait ses allégations. Elle a ouvert cette porte. La défenderesse a tout à fait le droit de la franchir. La juge Morrison a regardé directement Mallory, qui avait pâli. Madame Prescott, je veux être très clair avec vous. Ce tribunal fonctionne sur la base de preuves, pas d'émotions ou d'accusations. Si vous avez des preuves de harcèlement, présentez-les. Si vous n'en avez pas, alors nous allons avoir une conversation sérieuse sur les sanctions de la règle 11 et les conséquences du dépôt de plaintes abusives. Mallory s'est levé soudainement, ignorant la tentative de Marcus Chen de l'arrêter. Votre honneur, la juge Castellano a fait de ma vie un enfer. Elle ne peut pas accepter que Daniel m'ait choisi, qu'il m'aime, que leur mariage soit terminé. Elle utilise sa position et ses relations pour me détruire, et maintenant elle essaie d'utiliser le système judiciaire pour. Madame Prescott, asseyez-vous. A dit la juge Morrison, sa voix claquant comme un fouet. Vous êtes représenté par un avocat, ce qui signifie que vous parlez par l'intermédiaire de votre avocat, pas en vous levant et en faisant des discours dans ma salle d'audience. Monsieur Chen, contrôlez votre cliente. Mallory s'est assise, mais je pouvais voir des larmes couler sur son visage. La performance s'intensifiait. Votre honneur, a dit désespérément Marcus Chen. Ma cliente est clairement affligée par ce processus. Peut-être pourrions-nous. Ce qui, je pense, serait utile, a interrompu la juge Morrison, c'est que votre cliente réfléchisse si elle veut vraiment poursuivre cette affaire. Parce que mademoiselle Kim va prendre sa déposition. Et je vais exiger que votre cliente réponde à des questions sous serment sur chaque allégation qu'elle a faite. Et s'il s'avère qu'elle a menti sur l'une d'entre elles, il y aura des conséquences au-delà de la simple perte de cette affaire. La juge Morrison a regardé son calendrier. La date limite pour la discovery est fixée à 60 jours à compter d'aujourd'hui. Les dépositions commenceront dans 30 jours. Monsieur Chen, je vous suggère fortement d'avoir une conversation très franche avec votre cliente sur la solidité de son dossier et les conséquences potentielles de la poursuite. Mademoiselle Kim, préparez vos demandes de discovery et soumettez-les dans un délai d'1 semaine. Oui, votre honneur, a dit Sarah. Y a-t-il autre chose, a demandé la juge Morrison. Sarah m'a jeté un coup d'œil et je lui ai fait un signe de tête subtil. Elle s'est relevée. Votre honneur, il y a une autre question. Depuis cette audience, la défenderesse a reçu plusieurs communications de harcèlement d'un numéro inconnu, y compris des messages vocaux et des textos menaçants.
Nous pensons que ces communications pourraient provenir de la plaignante. Les sourcils de la juge Morrison se sont haussés. Vous avez des preuves de cela? Nous avons les communications documentées et sauvegardées, votre honneur. Le contenu suggère une connaissance personnelle de cette affaire et profère des menaces directes contre la juge Castellano. Monsieur Chen, votre cliente a-t-elle quelque chose à dire à ce sujet? Marcus Chen a regardé Mallory, qui fixait la table et secouait la tête. Votre honneur, ma cliente nie avoir envoyé de telles communications. Alors elle ne verra pas d'inconvénient à fournir ses relevés téléphoniques dans le cadre de la e-discovery, a déclaré la juge Morrison. Mademoiselle Kim, ajoutez cela à votre demande. Tous les relevés téléphoniques et les journaux de messages textes pour les numéros de téléphone de la plaignante. Si quelqu'un harcèle réellement la juge Castellano, nous devons savoir qui c'est. L'audience s'est terminée peu de temps après, la juge Morrison fixant un calendrier pour l'affaire et indiquant très clairement qu'elle attendait des deux parties qu'elles se comportent de manière professionnelle. Alors que nous sortions de la salle d'audience, j'ai remarqué Mallory chuchotant avec urgence à Marcus Chen, ses larmes antérieures remplacées par ce qui ressemblait à de la colère. Dans le couloir, Sarah et moi nous sommes dirigés vers l'ascenseur en silence. Une fois seule dans la cabine, elle a laissé échapper une longue respiration. « Ça s'est bien passé », a-t-elle dit. La juge Morrison ne tolère pas les bêtises, ai-je répondu. Elle nous a donné exactement ce dont nous avions besoin. Une discovery complète et un avertissement clair à Mallory sur les conséquences du mensonge. Avez-vous vu le visage de Mallory quand la juge a mentionné les relevés téléphoniques? Je l'ai vu. Elle sait que nous allons trouver ces messages de harcèlement, et elle sait ce que cela signifie pour sa crédibilité. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et nous nous sommes dirigés vers la sortie du palais de justice. En poussant les lourdes portes vers la lumière de l'après-midi, j'ai vu Daniel debout sur les marches du palais de justice. Il avait l'air pire que lors de sa visite à mon bureau, plus usé, plus défait. Quand il m'a vu, il s'est approché rapidement, ignorant le pas protecteur de Sarah. « Victoria, s'il te plaît, je dois te parler. » Monsieur Prescott, ai-je dit formellement, vous devriez savoir que tout ce que vous me dites en ce moment pourrait être découvrable dans cette affaire. Si vous voulez me parler, vous devriez le faire par l'intermédiaire de votre avocat ou lors d'une déposition formelle. Je m'en fiche de ça, a dit Daniel, sa voix désespérée. J'ai besoin que tu comprennes. Mallory n'est pas bien. Elle ne pense pas clairement. Ce procès, les menaces, tout ça. Ce n'est pas vraiment à propos de toi. Alors de quoi s'agit-il, Daniel? Il a passé sa main dans ses cheveux. Ce geste familier de détresse. Il s'agit de contrôle. Il s'agit de me garder piégé dans un mariage qui nous détruit tous les deux. Quand j'ai essayé de partir il y a 6 mois, elle a menacé de me ruiner. Elle a dit qu'elle prétendrait que je l'avais maltraitée, qu'elle détruirait ma réputation, qu'elle s'assurerait que je perde tout. Sarah prenait discrètement des notes sur son téléphone. Bien. Cette conversation était exactement le genre de preuve dont nous avions besoin. Et quand ces menaces n'ont pas fonctionné, ai-je incité, elle a eu besoin d'une nouvelle stratégie. Elle a décidé que si elle pouvait faire de toi la méchante, si elle pouvait convaincre tout le monde que tu étais le problème, que tu la harcelais, alors j'aurais l'air du mari loyal protégeant sa femme victimisée. Cela expliquerait tout comportement erratique, tout signe que notre mariage échouait. La voix de Daniel s'est brisée. Je suis tellement désolé, Victoria. Je n'ai jamais voulu que tu sois entraînée là-dedans. Tu pourrais témoigner de tout cela, tu sais, ai-je dit doucement. Tu pourrais dire la vérité sous serment sur les menaces de Mallory et ses motivations pour intenter ce procès. La peur a traversé le visage de Daniel. Je ne peux pas. Tu ne comprends pas de quoi elle est capable. Si je témoigne contre elle, elle va. Elle va quoi, Daniel? Faire de fausses accusations, détruire ta réputation. Elle le fait déjà. Je me suis approché, baissant la voix. La différence, c'est que maintenant il y a une trace. Maintenant, il y a des preuves. Maintenant, il y a des conséquences pour son comportement. Votre honneur. Victoria, s'il te plaît, abandonne l'affaire. Laisse-la gagner. Ça ne vaut pas ce qu'elle me fera si tu te bats. J'ai étudié l'homme que j'avais autrefois aimé, l'homme avec qui j'avais planifié un avenir, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Non pas pour notre mariage raté ou sa trahison, mais pour le fait qu'il avait échangé une relation contre une prison. Je n'abandonnerai pas cette affaire, Daniel.
Non pas parce que je veux me venger ou parce que je ne peux pas tourner la page, mais parce que ce que Mallory fait est mal. Elle abuse du système judiciaire. Elle fait de fausses accusations et elle menace les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Si je laisse ce comportement impuni, quel message cela envoie-t-il? Cela envoie le message que vous accordez plus d'importance à vos principes qu'à ma vie, a dit amèrement Daniel. Non, cela envoie le message que les actions ont des conséquences. Que vous ne pouvez pas mentir, manipuler et menacer sans finalement faire face à la justice. J'ai fait une pause. Mais Daniel, je vais te donner le choix. Quand nous t'interrogerons, et nous t'interrogerons parce que tu es listé comme témoin, tu pourras dire la vérité sous serment. Tu pourras témoigner des menaces de Mallory, de la demande de séparation, de tout. Ou tu pourras mentir pour la protéger et faire face à des accusations de parjure. Le choix t'appartient. Daniel m'a regardé un long moment, puis s'est retourné et est parti sans un autre mot. Sarah a attendu qu'il soit hors de portée de voix avant de parler. C'était une sacrée confession. C'en était une, et c'est exactement ce que nous avions besoin d'entendre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Marcus. Appelle-moi dès que possible. Nous devons ajouter Daniel à la liste des témoins et programmer sa déposition immédiatement. Nous avons marché jusqu'à la voiture de Sarah où elle avait proposé de me ramener à ma maison de ville puisque j'avais pris un Uber pour le palais de justice. En traversant la ville, Sarah n'arrêtait pas de me jeter des regards curieux. Puis-je vous poser une question personnelle? A-t-elle finalement dit. Vous pouvez demander. Je ne répondrai peut-être pas, l'aimiez-vous, Daniel? Je veux dire, quand vous étiez marié. J'y ai réfléchi. À l'homme que j'avais épousé il y a une décennie et à l'homme qu'il était devenu. J'aimais qui je pensais qu'il était. Mais les gens vous montrent qui ils sont vraiment, éventuellement. Daniel m'a montré qu'il était quelqu'un qui pouvait mentir pendant des années, qui pouvait construire une vie secrète avec une autre femme tout en prétendant que tout allait bien à la maison. Ce n'est pas quelqu'un que j'aurais pu vraiment aimer. Je ne le savais simplement pas encore. Et maintenant, il est piégé avec quelqu'un qui est encore pire que lui. Le karma a le sens de l'ironie, ai-je convenu. Sarah m'a déposé à ma maison de ville et j'ai passé le reste de l'après-midi à examiner les demandes de Discovery que nous allions déposer. Marcus avait déjà commencé à compiler des informations sur les mariages précédents de Mallory et ce qu'il avait trouvé était accablant. Richard Chen, le premier mari de Mallory, avait fourni à Marcus un compte rendu détaillé de leur mariage et de leur divorce. Selon Richard, Mallory avait semblé parfaite au début, charmante, attentionnée, dévouée. Mais une fois mariée, elle était devenue de plus en plus autoritaire et paranoïaque. Lorsque Richard a finalement demandé le divorce après 3 ans, Mallory l'a accusé de violence domestique, a déposé une plainte à la police avec des blessures fabriquées, et a essayé de le faire arrêter. L'affaire s'était effondrée lorsque l'avocat de Richard a produit des images de sécurité de l'immeuble de bureau de Richard le montrant au travail pendant que Mallory prétendait qu'il l'avait agressé. Le juge avait rejeté la plainte pour violence domestique et accordé à Richard une ordonnance restrictive après que Mallory a commencé à se présenter à son lieu de travail et à lui envoyer des centaines de messages par jour. James Rivera, le mari numéro 2, avait une histoire similaire. Leur mariage avait duré moins de 2 ans avant que James ne réalise que le besoin de contrôle de Mallory s'étendait à tous les aspects de sa vie. Quand il a essayé de partir, Mallory l'a accusé d'avoir une liaison avec une collègue et a intenté un procès contre la femme pour aliénation d'affection. Le procès a été rejeté comme étant sans fondement, mais pas avant que Mallory n'ait détruit la réputation de la femme à son lieu de travail. L'ordonnance restrictive de James a été accordée après que Mallory a crevé ses pneus, rayé sa voiture et envoyé des lettres de menace à son employeur prétendant qu'il détournait des fonds. Le schéma était clair et cohérent. Lorsque Mallory sentait qu'elle perdait le contrôle d'une relation, elle se déchaînait avec de fausses accusations, du harcèlement et des tentatives de détruire la vie de l'autre personne. Et maintenant, elle m'avait choisi comme sa dernière cible. Mon téléphone a sonné, interrompant mon examen. C'était Marcus. J'ai quelque chose d'intéressant, a-t-il dit sans préambule. Je surveille les comptes de médias sociaux de Mallory, ce qu'elle ne connaît pas. Elle publie dans un groupe Facebook privé pour les femmes confrontées à l'ingérence des ex-épouses dans leur divorce. Laisse-moi deviner, elle se présente comme la victime. Pire, elle donne des conseils à d'autres femmes sur la façon de gérer les ex-épouses gênantes. Y compris des suggestions sur la façon de déposer de fausses plaintes pour harcèlement, de manipuler les situations de garde et d'utiliser le système judiciaire pour punir les femmes qui ne restent pas à leur place. J'ai senti une colère froide s'installer dans ma poitrine.
Dis-moi que tu as sauvegardé tous ces messages, des captures d'écran avec horodatage. Elle a essentiellement créé un guide pratique pour le harcèlement et l'abus juridique. Envoie tout à Sarah immédiatement. C'est exactement le genre de preuve dont nous avons besoin pour montrer le schéma et l'intention. Après avoir raccroché avec Marcus, je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu à la fenêtre de ma cuisine, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-dehors, Mallory Prescott se félicitait probablement de sa brillante stratégie, pensant qu'elle avait trouvé le moyen parfait de contrôler Daniel et de me punir pour le péché d'avoir été mariée à lui en premier. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que chaque action qu'elle entreprenait, chaque menace qu'elle proférait, chaque fausse accusation qu'elle déposait, tout cela laissait une trace. Et j'avais passé 15 ans à apprendre à suivre des pistes de preuve jusqu'à leurs conclusions inévitables. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Daniel ne se débarrassera jamais de moi, et toi non plus. J'ai pris une capture d'écran, les sauvegardé, les transféré à Marcus et Sarah, puis j'ai bloqué le numéro. 3 messages menaçants maintenant, tous documentés, tous suivant le même schéma que le comportement précédent de Mallory avec ses ex-maris. Elle construisait notre dossier pour nous à chaque menace, chaque message, chaque tentative désespérée de m'intimider pour que je recule. Le lendemain matin, j'ai repris mes fonctions judiciaires normales, présidant une affaire civile complexe impliquant un litige contractuel. C'était bon d'être de retour dans ma salle d'audience, de retour en contrôle, de retour dans le rôle où j'appartenais. Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer la façon dont certains avocats me regardaient, le mélange de curiosité et de sympathie, et dans certains cas, de schadenfreude à peine dissimulée. Pendant une pause dans les débats, Patricia m'a remis une note. Ceci a été livré par coursier ce matin. C'est marqué personnel et confidentiel. Je l'ai ouverte dans mon bureau et j'ai trouvé une lettre de Marcus Chen, l'avocat de Mallory. Le ton était conciliant, presque suppliant. Cher juge Castellano, commençait-elle, après mûre réflexion et consultation avec ma cliente, nous aimerions explorer la possibilité de régler cette affaire sans autre litige. Ma cliente est prête à retirer sa plainte avec préjudice et à couvrir tous vos frais juridiques à ce jour. À condition que vous acceptiez de ne pas poursuivre de sanctions ou de demandes conventionnelles. Nous pensons que cette résolution serait dans l'intérêt de tous et éviterait le temps et les frais d'un litige prolongé. J'ai lu la lettre 2 fois, puis j'ai appelé Sarah. Je viens de recevoir une offre de règlement, lui ai-je dit. Ils veulent abandonner l'affaire avec préjudice et payer mes frais juridiques. Quelles sont les conditions, a immédiatement demandé Sarah. Pas de sanctions, pas de demande conventionnelle, et probablement un accord de confidentialité, bien qu'il ne l'ait pas explicitement dit. Ils ont peur, a dit Sarah. Et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Ils savent ce que nous allons trouver dans la Discovery, et ils veulent clore cette affaire avant qu'elle n'aille plus loin. Que penses-tu que je devrais faire? Il y a eu une pause, et j'ai réalisé que Sarah réfléchissait attentivement à sa réponse. En tant que votre avocate, je devrais probablement vous conseiller d'accepter le règlement. Vous récupérez vos frais juridiques, l'affaire disparaît, et vous n'avez pas à passer les prochains mois à gérer des dépositions et des audiences. Mais, ai-je incité? Mais en tant que personne qui a vu ce que Mallory Prescott a fait à d'autres, en tant que personne qui a lu sur son schéma de comportement et ses victimes, je pense que la laisser s'en tirer envoie le mauvais message. Elle doit faire face à des conséquences, sinon elle recommencera avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je pense aussi, ai-je dit doucement. Alors, nous rejetons le règlement. Nous rejetons le règlement. Rédiger une réponse professionnelle mais ferme. Indiquer clairement que nous ne sommes pas intéressés par un règlement et que nous avons l'intention de poursuivre cette affaire jusqu'à sa conclusion, y compris d'éventuelles sanctions pour dépôt d'une plainte abusive. Considérez que c'est fait. Cet après-midi-là, j'ai déjeuné avec la juge Morrison à la cafétéria du palais de justice, quelque chose que nous faisions occasionnellement lorsque nos emplois du temps coïncidaient. Elisabeth avait suivi l'affaire avec intérêt, et elle voulait savoir comment je gérais le stress d'être une défenderesse. Vous prenez cela remarquablement bien, a-t-elle observé en picorant sa salade. La plupart des gens seraient au bout du rouleau maintenant. J'ai eu une bonne formation, ai-je répondu. Vous m'avez appris que les émotions sont pour l'extérieur de la salle d'audience, pas dedans. Je vous ai aussi appris qu'être humain n'est pas incompatible avec le fait d'être juge. Elisabeth m'a fixé d'un regard pénétrant. Victoria, êtes-vous en colère à ce sujet? À propos de ce que Mallory a fait? J'y ai réfléchi attentivement.
Je suis en colère contre l'abus du système judiciaire. Je suis en colère contre les fausses accusations et le temps perdu sur une affaire qui n'aurait jamais dû être déposée. Mais je ne suis pas en colère contre Mallory personnellement. J'ai pitié d'elle, en fait. Elle est si désespérée de contrôler sa vie et les gens qui s'y trouvent qu'elle est prête à détruire quiconque se met en travers de son chemin, y compris vous. Y compris moi. Mais la différence, c'est que j'ai les outils pour me défendre. J'ai les connaissances juridiques, les ressources et un système de soutien. Ces victimes précédentes n'avaient pas ces avantages. C'est ce qui rend cela particulièrement grave. Elle a spécifiquement ciblé quelqu'un dont elle pensait qu'il serait trop préoccupé par sa réputation pour se battre. Elisabeth a hoché la tête lentement. Elle a mal calculé. Elle l'a fait. Et maintenant, elle va apprendre que les juges ne sont pas au-dessus de la loi, mais que nous ne sommes pas non plus des victimes qui accepteront tranquillement de fausses accusations pour éviter le scandale. L'offre de règlement que Marcus vous a envoyée. Allez-vous l'accepter? Non, je vais aller jusqu'au bout. Elisabeth a souri, une rare expression d'approbation. Bien. Quelqu'un doit tenir cette femme responsable. Nous avons terminé notre déjeuner en discutant d'autres affaires, d'autres questions, les affaires courantes du palais de justice. Mais en retournant à mon bureau, j'ai pensé à la responsabilité et aux conséquences, et au chemin étrange que ma vie avait pris. Il y a 6 mois, j'étais simplement une juge, respectée, établie, contente de ma carrière et de ma vie post-divorce. Puis Mallory Prescott avait décidé d'intenter un procès qu'elle pensait probablement me terroriserait pour me faire taire ou me soumettre. Au lieu de cela, elle avait réveillé quelque chose que j'avais soigneusement contrôlé pendant des années, l'instinct du procureur de poursuivre la justice, non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui avaient été blessés par des gens qui pensaient pouvoir manipuler le système sans conséquence. Ce soir-là, Marcus s'est arrêté à ma maison de ville avec plus d'informations. Son enquête s'était étendue pour inclure non seulement les mariages précédents de Mallory, mais toute son histoire. Tu dois voir ça, a-t-il dit, étalant des documents sur ma table de salle à manger. Le vrai nom de Mallory n'est pas Mallory Prescott. C'est Mallory Sue Bradford. Elle l'a légalement changé après son 2e divorce. J'ai pris le document de changement de nom. Pourquoi changerait-elle de nom? Parce que Mallory Bradford a un casier judiciaire. Rien de majeur. Principalement des affaires civiles, des litiges de petites créances, des ordonnances restrictives de personnes qui ne sont pas des ex-maris. Mais c'est un schéma. Elle poursuit les gens. Elle dépose des plaintes. Elle crée des drames partout où elle va. Combien de procès? 14 affaires civiles en 10 ans. Elle a poursuivi des propriétaires, des employeurs, d'anciens amis, même un chirurgien plasticien. La plupart des affaires ont été rejetées ou réglées pour une valeur dérisoire. Mais Vic, dans chaque cas, elle était la plaignante. Elle n'a jamais été poursuivie. C'est toujours elle qui poursuit. J'ai étudié la liste des cas, voyant le schéma. Elle utilise le litige comme une arme. Quand elle ne peut pas contrôler une situation, elle intente un procès pour forcer les gens à s'engager avec elle, pour lui donner du pouvoir sur eux. Exactement. Et maintenant, elle le fait avec toi. J'ai pensé à l'offre de règlement, à la lettre nerveuse de Marcus Chen essayant de faire disparaître tout ça. Ils savent que nous allons trouver tout ça dans la Discovery. C'est pourquoi ils essaient de régler l'affaire. Bien sûr qu'ils le savent. Une fois que ce schéma fera partie du dossier du tribunal, la crédibilité de Mallory sera détruite. Aucun juge ne va croire qu'elle est une victime de harcèlement alors qu'elle a un historique documenté d'être la harceleuse. Mon téléphone a sonné. C'était Sarah. Victoria, nous avons un problème, a-t-elle dit, sa voix tendue. Marcus Chen vient de déposer une requête d'urgence pour une ordonnance de protection. Il prétend que votre enquêteur a harcelé Mallory, la suivant, contactant ses anciens associés, essayant de l'intimider. J'ai regardé Marcus, qui écoutait ma conversation. C'est ridicule. Marcus a mené une enquête de fond standard en utilisant des archives publiques et des témoins volontaires. Je le sais et vous le savez. Mais Chen soutient que c'est du harcèlement et de l'intimidation. Et il demande à la juge Morrison de mettre fin à notre enquête et de nous sanctionner pour conduite inappropriée. Quand est l'audience? Demain matin, 9 h. Audience d'urgence. Après avoir raccroché, j'ai informé Marcus de la situation. Il avait l'air plus amusé qu'inquiet. Laisse-moi deviner,
Mallory présente ça comme une autre preuve de ta campagne de harcèlement contre elle. Probablement. Mais c'est en fait bon pour nous. Cela signifie qu'ils sont désespérés, et les gens désespérés font des erreurs. Comment est-ce bon? J'ai souri, sentant le frisson familier de la stratégie qui se mettait en place. Parce que maintenant, nous allons pouvoir faire témoigner Marcus sur ses méthodes d'enquête, ce qui signifie que nous allons pouvoir présenter les preuves de tout ce qu'il a trouvé. Tous ses procès précédents, toutes ses ordonnances restrictives, toutes ses plaintes. Shen vient de nous ouvrir la porte pour présenter tout notre dossier lors de ce qui est censé être une audience sur la conduite d'un enquêteur. Marcus a souri. J'adore quand tu passes en mode procureur. Je n'ai jamais vraiment quitté le mode procureur. J'ai juste appris à le canaliser depuis le banc. Nous avons passé les 3 heures suivantes à nous préparer pour l'audience d'urgence, examinant chaque étape de l'enquête de Marcus, documentant chaque source, chaque dossier, chaque méthode complètement légale qu'il avait utilisée pour recueillir des informations. Au moment où nous avons terminé, nous avions une présentation qui non seulement défendrait la conduite de Marcus, mais démontrerait exactement pourquoi son enquête avait été nécessaire. Le lendemain matin, je suis entré dans la salle d'audience de la juge Morrison pour la 2e fois en tant que défenderesse. La galerie était plus remplie cette fois. La nouvelle de l'audience d'urgence s'était répandue, et les avocats qui n'avaient rien de mieux à faire remplissaient les sièges, impatients de voir le drame se dérouler. Mallory était là avec Marcus Shen, l'air convenablement affligé. Elle s'était habillée plus simplement que lors de sa précédente comparution au tribunal, un jean et un simple chemisier, un maquillage minimal, projetant l'image d'une femme assiégée. Sarah et moi avons pris nos places à la table de la défense. Marcus, mon frère Marcus, pas l'avocat, était assis dans la galerie, prêt à témoigner si nécessaire. La juge Morrison est entrée, l'air nettement peu impressionné par toute la situation. Monsieur Shen, vous avez déposé une requête d'urgence pour une ordonnance de protection, a-t-elle commencé sans préambule. J'espère que c'est une véritable urgence car je n'apprécie pas de voir mon calendrier perturbé pour du théâtre. Votre honneur, ma cliente a été soumise à un harcèlement systématique de la part de l'enquêteur de la défenderesse, a déclaré Marcus Shen en se levant rapidement. Cet enquêteur a contacté les anciens employeurs de ma cliente, ses anciens conjoints, ses amis et sa famille, tout cela dans le but de l'intimider et de fabriquer des preuves contre elle. Mademoiselle Kim, je suppose que vous avez une réponse. Sarah s'est levée et j'ai été heureuse de voir qu'elle avait l'air complètement calme. Votre honneur, la défenderesse a engagé un détective privé agréé pour mener une enquête de fond de routine en utilisant des archives publiques et des témoins volontaires. Tout ce que l'enquêteur a fait était complètement légal et approprié. En fait, nous avons préparé un rapport détaillé de ces méthodes que nous serions heureux de soumettre au tribunal. Votre honneur, a interrompu Marcus Shen. La portée de cette enquête va bien au-delà de ce qui est raisonnable pour défendre une plainte pour harcèlement. La défenderesse mène une chasse aux sorcières conçue pour. Monsieur Shen, a interrompu la juge Morrison. La défenderesse fait face à de graves allégations de comportement criminel. Elle a tout à fait le droit d'enquêter sur la crédibilité de son accusatrice, à moins que vous ne suggériez qu'il y a quelque chose dans le passé de la plaignante qui ne devrait pas être enquêté. La salle d'audience est devenue très silencieuse. La juge Morrison venait de tendre un piège et j'ai regardé pour voir si Marcus Shen allait y tomber. Votre honneur, les relations passées et l'histoire personnelle de ma cliente ne sont pas pertinentes pour savoir si la défenderesse l'a harcelée. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous explorions cette question plus en détail, a déclaré la juge Morrison. Mademoiselle Kim, appelez votre enquêteur à la barre. Mon frère Marcus a été assermenté et a pris place à la barre des témoins. Sarah s'est approchée de lui avec confiance. Monsieur Castellano, pouvez-vous décrire vos qualifications en tant que détective privé? Marcus a énuméré ses qualifications. 20 ans d'expérience, une formation spécialisée, un dossier impeccable. Puis Sarah l'a guidé à travers chaque étape de son enquête sur Mallory, et à chaque réponse, l'image est devenue plus claire. Avez-vous contacté les anciens maris de Madame Prescott, a demandé Sarah. Oui, je l'ai fait. L'un d'eux vous a-t-il volontairement fourni des informations? Oui, Richard Shen et James Rivera étaient tous deux disposés à discuter de leurs expériences avec Madame Prescott, y compris les ordonnances restrictives qu'ils ont obtenues contre elle. Marcus Shen était debout. Objection. Votre honneur, c'est complètement hors de propos. Rejeté, a déclaré la juge Morrison. Vous avez déposé cette requête, monsieur Shen. Vous avez ouvert cette porte.
Asseyez-vous et laissez le témoin terminer. Monsieur Castellano, a poursuivi Sarah. Avez-vous découvert un schéma dans le comportement de Madame Prescott envers ses anciens conjoints? Oui, les deux hommes ont signalé que Madame Prescott devenait autoritaire abusive lorsqu'ils tentaient de mettre fin aux relations. Les deux hommes ont signalé qu'elle avait fait de fausses accusations contre eux et s'était livrée à un comportement de harcèlement qui a nécessité une intervention judiciaire. Et avez-vous trouvé des schémas similaires dans d'autres aspects de la vie de Madame Prescott? Oui. J'ai découvert que Madame Prescott a intenté 14 procès civils au cours des 10 dernières années, tous en tant que plaignante. J'ai également découvert qu'elle a légalement changé de nom après son deuxième divorce, peut-être pour se distancier de son historique de litige. Mallory pleurait maintenant, mais la juge Morrison ne la regardait pas avec sympathie. Elle la regardait avec l'expression d'une juge qui vient de réaliser qu'elle a affaire à une plaideuse en série. Monsieur Castellano, a déclaré Sarah, avez-vous à un moment quelconque menacé, intimidé ou harcelé Madame Prescott ou toute personne qui lui est associée? Non, je ne l'ai pas fait. Chaque entretien était volontaire. Chaque dossier que j'ai consulté était accessible au public. J'ai mené cette enquête avec les mêmes normes professionnelles que j'ai maintenues pendant 20 ans. Merci. Pas d'autres questions. Marcus Chen s'est levé pour le contre-interrogatoire, mais je pouvais voir qu'il était en difficulté. M. Castellano, n'est-il pas vrai que votre sœur est la défenderesse dans cette affaire? Oui, c'est vrai. Et cela ne crée-t-il pas un biais dans votre enquête? Ma relation avec la juge Castellano m'a motivé à être plus minutieux et prudent que d'habitude, pas moins. Je savais que tout ce que je ferais serait scruté attentivement, alors je me suis assuré que chaque étape était documentée et que chaque méthode était appropriée. Marcus Chen a posé quelques questions supplémentaires, mais elles se sont toutes retournées contre lui, donnant à Marcus une autre occasion d'expliquer les méthodes juridiques prudentes qu'il avait utilisées. Lorsque Marcus est descendu, la juge Morrison a regardé Marcus Chen avec une irritation à peine dissimulée. Monsieur Chen, je rejette votre requête pour une ordonnance de protection. L'enquêteur de la défenderesse a mené une enquête appropriée en utilisant des méthodes légales. Si vous avez un problème avec ce qu'il a découvert, ce n'est pas une question juridique. C'est une question de crédibilité pour votre cliente. Mais votre honneur. Je n'ai pas terminé, a dit sèchement la juge Morrison. Je lance également un avertissement aux deux parties. Le processus de discovery se poursuivra comme prévu. Les deux parties se conformeront à toutes les demandes dans les limites légales. Étage M. Chen, si vous déposez une autre requête d'urgence sans véritable urgence, j'imposerai des sanctions. Suis-je clair? Oui, votre honneur, a marmonné Marcus Chen. Alors que nous sortions de la salle d'audience, j'ai vu Mallory se disputer avec son avocat à voix basse. Sa façade soigneusement construite de victimes se fissurait, et tout le monde dans cette salle d'audience l'avait vu. Dans le couloir, Sarah était pratiquement en train de vibrer d'excitation. Avez-vous vu son visage? Avez-vous vu comment la juge la regardait? Je l'ai vu, ai-je dit calmement, bien que je ressente la même satisfaction. Mais Sarah, rappelez-vous que ce n'était qu'une escarmouche préliminaire. La vraie bataille aura lieu pendant les dépositions. Quand interrogeons-nous Mallory? Dès que possible. Déposez l'avis aujourd'hui. Faisons-la témoigner sous serment avant qu'elle n'ait le temps de préparer d'autres mensonges soigneusement élaborés. Mon frère Marcus nous a rejoints, souriant largement. C'était amusant. Puis-je témoigner dans toutes vos affaires? Tu as bien fait, lui ai-je dit. Mais le travail n'est pas terminé. Nous devons continuer à creuser. Je veux tout savoir sur Mallory Prescott, d'où vient son argent, qui sont ses amis, à quoi ressemble sa vie de tous les jours. Parce que quelque part dans cette information se trouve la vraie raison pour laquelle elle a intenté ce procès. Je m'en occupe déjà, m'a assuré Marcus. En retournant à ma voiture, j'ai vu Daniel debout dans le parking, appuyé contre un pilier de béton comme s'il m'attendait. Il avait l'air encore pire qu'avant. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang, et il avait la posture vaincue d'un homme qui avait abandonné. Elle va me tuer, a-t-il dit alors que je m'approchais. Pas littéralement, mais c'est tout comme. Je me suis arrêté à quelques mètres, maintenant une distance professionnelle. Daniel, que veux-tu? Je veux témoigner. Je veux dire la vérité sur tout. Les menaces, la manipulation, la demande de séparation, tout. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu un véritable désespoir dans ses yeux. Je ne peux plus faire ça, Victoria.
Je ne peux plus continuer à vivre dans ce cauchemar. Tu comprends ce que cela signifie? Témoigner contre elle? Je comprends qu'elle a déjà détruit ma vie. Au moins, de cette façon, cela signifiera quelque chose. Au moins, je pourrais l'empêcher de détruire la tienne aussi. Je l'ai étudié un long moment. Appelle Sarah Kim demain. Elle programmera ta déposition. 3 semaines plus tard, nous étions assis dans une salle de conférence pour la déposition de Mallory. Sarah s'était préparée méticuleusement, avec des questions conçues pour piéger Mallory dans ses propres mensonges. J'étais assise à côté de Sarah, silencieuse mais observatrice, regardant Mallory se tortiller sous le questionnement incessant. Madame Prescott, vous affirmez que la juge Castellano vous a suivi à votre studio de yoga le 15 septembre. Est-ce exact? Oui, a dit Mallory, la voix tendue. Et vous êtes certaine de cette date? Absolument. Sarah a fait glisser un document sur la table. Ceci est une transcription de tribunal montrant que la juge Castellano présidait une audience de 9h à 14h30 ce jour-là. Le studio de yoga est à 40 minutes du palais de justice. Pouvez-vous expliquer cette divergence? Le visage de Mallory a pâli. Peut-être que je me suis trompé de date. Essayons une autre date alors. Le 3 octobre, l'incident du café. Pendant les 4 heures suivantes, Sarah a systématiquement démantelé chaque allégation faite par Mallory. À chaque contradiction, chaque chronologie impossible, chaque mensonge prouvable, Mallory devenait plus désespérée et en colère. Finalement, elle a craqué. D'accord. Vous voulez la vérité? J'ai tout inventé. D'accord. Tout. J'avais besoin que Daniel reste avec moi, et la seule façon de le faire était de créer une crise. Si son ex-femme nous harcelait, il devrait me choisir. Il devrait me protéger. Les doigts de la sténographe judiciaire volaient sur son clavier, enregistrant chaque mot de la confession. Marcus Chen avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Madame Prescott, je vous conseille vivement d'arrêter de parler. Non. A crié Mallory. J'en ai assez de faire semblant. Elle a tout gâché en refusant de simplement régler l'affaire. Tout ce qu'elle avait à faire était de me payer pour que je parte. Mais elle devait être si juste, si parfaite, si déterminée à prouver qu'elle était meilleure que moi. L'expression de Sarah est restée neutre. Donc, vous admettez que vos allégations étaient fausses et que vous avez intenté ce procès avec l'intention de harceler et de manipuler? Oui, a dit amèrement Mallory. Oui, je l'admets. Êtes-vous contente maintenant? 2 semaines après cette déposition, Sarah et moi nous sommes présentés devant la juge Morrison pour l'audience finale. Marcus Chen s'était retiré de l'affaire et Mallory se représentait elle-même. Jamais un choix judicieux, mais ses options s'étaient épuisées. La juge Morrison a regardé Mallory avec le genre de déception froide réservée aux personnes qui avaient complètement fait perdre leur temps et leurs ressources au tribunal. Madame Prescott, sur la base de votre témoignage en déposition et des preuves présentées, je rejette cette affaire avec préjudice. De plus, j'impose des sanctions d'un montant de $50 000 pour couvrir les frais juridiques de la juge Castellano et pour servir de moyen de dissuasion contre de futurs litiges abusifs. Mallory a commencé à protester, mais la juge Morrison a levé la main. Je n'ai pas terminé. Je renvoie également cette affaire à l'ordre des avocats de l'État pour enquête sur d'éventuelles poursuites pénales pour dépôt de faux rapports et parjure. Vous avez peut-être pensé que vous étiez maligne, Madame Prescott, mais vous avez commis des infractions graves qui ont des conséquences au-delà de cette affaire civile. Mallory s'est effondré sur sa chaise, sanglotant. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans sa dépression, seulement une reconnaissance lasse que justice avait été rendue. En quittant la salle d'audience pour la dernière fois, Sarah s'est tournée vers moi avec un sourire. Nous l'avons fait. Vous l'avez fait, ai-je corrigé. Vous m'avez défendu brillamment. J'avais une bonne cliente, a-t-elle répondu. Une qui comprenait que parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser la vérité parler d'elle-même. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma salle d'audience, présidant une affaire avec le mélange habituel de compétence et d'autorité. Le scandale du procès de Mallory s'était estompé en commérage de palais de justice et ma réputation était restée intacte. Daniel avait demandé le divorce le lendemain de la déposition de Mallory. Il m'avait envoyé un bref email me remerciant de lui avoir donné le courage de dire enfin la vérité. Je lui avais souhaité bonne chance et avais supprimé le message. Ce chapitre de ma vie était vraiment clos maintenant.
Mallory avait été accusée de parjure et de dépôt de fausses plaintes à la police. Elle avait plaidé coupable à des accusations réduites et avait obtenu une mise à l'épreuve ainsi qu'une obligation de suivre une thérapie de gestion de la colère et de santé mentale. Son nom était désormais définitivement attaché à une histoire édifiante sur les dangers de la manipulation du système judiciaire. Quant à moi, j'avais appris quelque chose de précieux à travers toute cette épreuve. Être juge ne me rendait pas immunisé contre les complications de la vie, mais cela m'avait donné les outils pour les naviguer avec dignité et précision. Ce soir-là, Patricia a frappé à la porte de mon bureau. « Votre honneur, il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. » Sarah Kim. Sarah est entrée, l'air professionnel mais excité. « Je voulais vous remercier en personne. Grâce à la publicité de votre affaire, mon cabinet a obtenu plusieurs nouveaux clients, des personnes qui ont besoin de quelqu'un prêt à tenir tête aux intimidateurs à combattre les poursuites abusives. Je suis contente que quelque chose de positif soit sorti de ce gâchis, ai-je dit. Plus que ça, a poursuivi Sarah. J'ai appris en vous observant que avoir raison ne suffit pas. Il faut être patient, minutieux et disposé à laisser la vérité se révéler en son temps. C'est une leçon que je garderai tout au long de ma carrière. Après le départ de Sarah, j'ai rassemblé mes affaires et me suis préparé à rentrer chez moi. En traversant le palais de justice, je suis passé devant la salle d'audience où l'affaire de Mallory avait été entendue. La plaque à l'extérieur indiquait « Juge Elizabeth Morrison », et j'ai souri en me souvenant de la façon dont Elizabeth avait géré l'affaire avec une juste fermeté. Dehors, l'air du soir était frais et vif. Je suis rentré en voiture à ma maison de ville, je me suis versé un verre de vin et je me suis installé sur mon canapé avec un livre. Une soirée simple après quelques mois extraordinaires. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. Dîner la semaine prochaine? Je promets de n'enquêter que sur des gens pour toi, pas d'en discuter autour de Pat. J'ai souri et j'ai répondu, marché conclu, mais c'est toi qui paies. En posant mon téléphone, j'ai pensé à l'étrange voyage que j'avais entrepris, de défenderesse choquée à défenseur stratégique, jusqu'à victorieuse finale. Mallory Prescott avait tenté d'utiliser le système judiciaire comme une arme contre moi. Mais elle avait oublié un détail crucial. Je connaissais ce système mieux que presque n'importe qui. Elle avait supposé qu'être juge me rendrait vulnérable au scandale et désireuse de régler l'affaire. Au lieu de cela, ma position m'avait donné les connaissances, les ressources et la crédibilité pour riposter. Riposter efficacement. L'ironie ne m'a pas échappé. Mallory avait intenté un procès abusif contre une juge, et ce faisant, avait assuré sa propre chute. Elle avait parié que je serais trop préoccupé par les apparences pour me défendre vigoureusement. Elle s'était trompée, et à la fin, la justice avait prévalu, non pas parce que j'étais vindicative ou vengeresse, mais parce que j'avais eu la patience de laisser la vérité émerger et le courage de rester ferme pendant ce temps. J'ai levé mon verre de vin dans un toast silencieux à la vérité, à la justice et à la belle simplicité d'un système juridique qui, lorsqu'il est utilisé correctement, protège les innocents et expose les coupables. Demain, je retournerai dans ma salle d'audience et continuerai à faire le travail que j'aimais. Mais ce soir, je profiterai simplement de la paix qui vient de savoir que même les juges peuvent être des défendeurs, et que lorsque nous le sommes, nous faisons face aux mêmes défis et opportunités que tous ceux qui cherchent la justice. La seule différence était que nous savions exactement comment la trouver.